En 1974, à Tokyo, un groupe d'ingénieurs Honda sort d'une salle de réunion avec une feuille de papier qui va changer l'histoire du motocycle pour toujours. Sur cette feuille, un moteur à 4 cylindres à plat, refroidi par eau, d'une cylindrée de 999 cm3. Personne dans le monde n'a jamais osé monter une telle mécanique sur une moto de série. Les Européens construisent des bicylindres. Les Britanniques s'accrochent à leurs vieux parallèles. Et les Allemands de BMW, pourtant réputés pour leur audace, se contentent de leur boxeur à 2 cylindres. Honda, elle, vient de décider de tout dynamiter. L'homme derrière ce projet s'appelle Shoichiro Irimajiri. Il a 32 ans, une formation d'ingénieur de compétition, et il a déjà conçu des moteurs de Formule 1 pour Honda à la fin des années 60. Quand la direction lui confie le projet Goldwing, il ne pense pas tourisme. Il pense puissance, stabilité, sensation. Son objectif est simple et brutal. Construire la moto la plus avancée techniquement que le monde ait jamais vue. Pas la plus légère, pas la plus agile, la meilleure. Les ingénieurs travaillent en secret pendant 2 ans. Le projet s'appelle en interne M1, et les rares personnes qui savent ce qu'il contient n'en parlent à personne. Les premiers prototypes sont testés sur des routes privées au Japon, la nuit, pour éviter toute fuite. Honda sait que si la concurrence apprend ce qui se prépare, les copies vont arriver avant même le lancement officiel. Ce niveau de paranoïa dans un laboratoire de moto est, à cette époque, totalement inédit. Quand le GL1000 est présenté au Salon de Cologne en octobre 1974, la réaction est immédiate et violente. Les journalistes britanniques écrivent que Honda a perdu la tête. Cycle World, le magazine américain le plus influent du moment, titre que cette machine n'est pas une moto, mais une voiture déguisée. BMW, dont les ingénieurs examinent la machine de près dès le premier jour du salon, ne fait aucun commentaire officiel. En interne, selon des témoignages publiés des années plus tard, la réaction est bien différente. Panique. Et pourtant, le GL1000 est plus qu'une provocation. Techniquement, il est d'une cohérence absolue. Le moteur à plat, les 4 cylindres disposés horizontalement, permet un centre de gravité exceptionnellement bas. La moto tient la route différemment de tout ce qui existe. Elle ne se balance pas, elle ne tremble pas à haute vitesse. Elle file droit avec une stabilité que les pilotes de l'époque comparent à une voiture de sport. Le refroidissement par eau, encore presque inconnu dans le monde de la moto de série, garantit des températures de fonctionnement constantes quel que soit le climat. Et la boîte à 5 rapports, associée à un arbre de transmission qui annule presque totalement l'effet de couple, donne une fluidité de conduite qui n'a pas d'équivalent sur le marché. Le prix de lancement aux États-Unis est de 2 595 $. C'est cher. C'est plus cher qu'une Honda CB750, la moto qui avait déjà révolutionné le marché quelques années plus tôt. Mais les premières semaines de vente aux États-Unis montrent quelque chose que Honda n'avait pas pleinement anticipé. Ce ne sont pas les jeunes pilotes qui achètent le GL1000. Ce sont des hommes entre 35 et 50 ans, souvent propriétaires de voitures américaines, souvent avec une famille, souvent à la recherche d'une machine pour traverser le continent. L'Amérique vient d'inventer, sans le savoir, un nouveau type de motard. Ce public-là n'a rien à voir avec le motard européen classique. Il ne veut pas souffrir. Il ne veut pas arriver au bout de 1000 km avec les mains engourdies et le dos en miettes. Il veut rouler longtemps, loin, confortablement, avec de la puissance sous la main au cas où. Et le GL1000 lui donne exactement ça. Les premières lettres arrivent chez Honda America dès 1975. Des propriétaires qui décrivent des traversées des États-Unis, des routes de montagne dans le Colorado, des week-ends à 2 sur des distances que personne n'aurait tentées sur une moto ordinaire. En Europe, la réception est plus froide. Les marchés français et allemands regardent la machine avec méfiance. Trop lourde, trop grosse, pas assez sportive. Les revendeurs Honda en France peinent à vendre leur premier stock. Il faut dire que le réseau routier européen, les habitudes de conduite et surtout la culture moto du continent ne correspondent pas encore à ce que Goldwing propose. En France, en 1975, un motard veut une machine nerveuse, maniable, qui claque dans les cols alpins. Un engin de 230 kg à refroidissement liquide, c'est une hérésie. Mais Honda ne s'en préoccupe pas. Le vrai marché, c'est l'Amérique. Et sur ce marché, quelque chose d'étrange et de formidable est en train de se produire.
Des propriétaires de GL1000 commencent à se regrouper. Pas dans des garages, pas dans des bars, dans des parkings de supermarchés, sur des aires d'autoroute, dans des parcs nationaux. Ils s'appellent, s'écrivent, organisent des sorties. En 1975, un groupe de 23 propriétaires se retrouve à Denver, Colorado, pour ce qui sera la première rencontre officielle de Goldwing. Ils roulent ensemble pendant 3 jours à travers les Rocheuses. À la fin du week-end, quelqu'un propose de créer une association. Personne ne vote contre. Cette association va devenir, en moins de 10 ans, la plus grande organisation de motards au monde. Mais en 1975, personne ne le sait encore. Ce que tout le monde sait, en revanche, c'est que Honda a construit quelque chose qui n'aurait pas dû exister, et que le monde de la moto ne sera plus jamais tout à fait le même. Et Honda, à Tokyo, regarde les chiffres de vente américains et prend une décision qui va terrifier toute la concurrence. Le GL1000 n'est pas un aboutissement, c'est un point de départ. En 1975, Honda reçoit un courrier inhabituel de ses distributeurs américains. Les clients ne se plaignent pas de la mécanique, ils se plaignent du vent. Après 500 km sur l'Interstate, les bras font mal, le visage est brûlé par l'air et le dos souffre d'une position trop tendue vers l'avant. Le GL1000 est une machine extraordinaire, mais c'est encore un roadster nu. Et les Américains qui l'achètent ne veulent pas d'un roadster. Ils veulent traverser le pays sans souffrir. Honda enregistre les remarques et commence à travailler. Mais avant que la firme ne réagisse officiellement, c'est le marché lui-même qui trouve une solution. Des accessoiristes indépendants américains commencent à fabriquer des carénages, des top cases, des pare-brises adaptés au GL1000. La marque Windjammer, basée en Californie, sort un carénage complet qui transforme radicalement la silhouette de la moto. Ce n'est pas beau, c'est énorme, anguleux, fabriqué dans un plastique épais couleur beige. Mais ça fonctionne. Les ventes de ce carénage de marché secondaire explosent en 1976 et Honda comprend immédiatement le message. En 1977, la firme présente le GL1000 avec un kit touring officiel. Pare-brise haut, sacoche latérale rigide, top case intégré. Ce n'est pas encore le monstre de plastique que le monde verra quelques années plus tard, mais la direction est claire. La Goldwing n'est plus seulement un moteur extraordinaire sur un cadre nu, elle devient un véhicule à part entière, pensé pour la route longue distance. Et cette transformation attire un nouveau type d'acheteurs, encore plus éloigné du motard traditionnel. Des couples, des retraités actifs, des professionnels qui veulent explorer le continent américain à leur rythme. C'est dans ce contexte que naît officiellement en 1977 la Goldwing Road Riders Association, connue sous le nom de GWRRA. L'organisation est fondée en Arizona par 2 passionnés de Goldwing, Paul Hildebrand et Shirley Stevens Garcia. Au départ, c'est simplement un bulletin de liaison entre passionnés, photocopié et envoyé par courrier postal à quelques dizaines de membres. En moins de 3 ans, la GWRRA compte plusieurs milliers d'adhérents répartis dans tous les États américains et dans une dizaine de pays. Les rassemblements annuels, appelés Wingding, réunissent bientôt des milliers de motards venus de tout le continent. La Goldwing est en train de créer quelque chose que personne n'avait planifié. Une communauté. Pendant ce temps, Honda travaille sur la génération suivante. En 1979, la cylindrée passe à 1180 cm3 avec le GL1100. Le moteur gaille en couple, la fourche est renforcée et la boîte de vitesse est améliorée. Mais surtout, Honda intègre pour la première fois un alternateur à rotor interne qui supprime le volant magnétique externe du GL1000. C'est un détail technique, mais il révèle une méthode de travail. Honda écoute, corrige, affine. Chaque génération règle les problèmes que la précédente avait laissés ouverts. En 1980, BMW lance la R80 RT, une routière confortable avec un carénage intégré d'usine. La presse européenne la salue comme la meilleure moto de tourisme du monde. En Allemagne, les magazines spécialisés ne mentionnent même pas la Goldwing dans leurs comparatifs. Pour eux, la question ne se pose pas. Une moto allemande, sobre et efficace, ne peut pas être comparée à une machine japonaise chargée d'accessoires en plastique.
Cet aveuglement va coûter cher à la concurrence européenne dans les années qui suivent. Car en 1980, Honda frappe un grand coup. Le GL 1200 est présenté avec, pour la première fois sur une Goldwing, un carénage intégral d'usine. Non plus un kit optionnel, non plus une solution de marché secondaire, mais une carrosserie complète dessinée par Honda, intégrée dès la conception. Le résultat est spectaculaire. La moto ressemble désormais à quelque chose qui n'a aucun équivalent dans le monde, un croisement entre une voiture de tourisme et un vaisseau spatial des années 80. Elle est énorme. Elle est lourde. Elle pèse plus de 300 kg pleine. Et elle se vend comme jamais. Les chiffres de vente aux États-Unis pour l'année 1981 sont stupéfiants. Honda écoule plus de 20 000 GL 1200 sur le seul marché américain. La Harley-Davidson Electra Glide, pourtant icône nationale et concurrent direct sur le segment tourisme, ne parvient pas à suivre ce rythme. Les concessionnaires Harley voient des clients entrer dans leur showroom, regarder les prix, regarder les équipements et repartir chez Honda. C'est une humiliation silencieuse qui va marquer durablement les relations entre les deux marques. En France, le changement de regard commence timidement. Quelques journalistes de Moto Revue essaient le GL 1200 sur route et reviennent avec des comptes rendus surpris. La machine est certes lourde et encombrante en ville, mais sur autoroute et sur les grandes routes nationales, elle offre un confort et une stabilité que rien d'autre sur le marché ne peut égaler. Le chauffage des poignées, la sono intégrée, le régulateur de vitesse, des équipements que les motards français considéraient comme des gadgets américains commencent à faire réfléchir ceux qui roulent 10 000 km par an. C'est aussi à cette période qu'apparaît une figure qui va incarner la Goldwing pour toute une génération. Bob Ragnew, un ancien militaire américain reconverti en mécanicien, commence à préparer des GL 1200 pour des traversées transcontinentales. Il allonge les réservoirs, optimise les suspensions, modifie les positions de conduite. Ces machines sont laides, surchargées, mais elles avalent 5000 km sans escale avec une fiabilité absolue. Ragnew devient une célébrité dans les cercles Goldwing. Il publie ses préparations dans les newsletters de la GWRRA, répond aux courriers des membres et contribue à construire l'image d'une moto invincible. L'invincibilité, justement, va bientôt être mise à l'épreuve. Honda prépare pour 1984 une nouvelle génération qui va provoquer, cette fois, non pas l'étonnement, mais la stupéfaction absolue. En 1984, Honda présente le GL 1200 Aspencade. Le nom vient d'Aspen, station de ski du Colorado, et d'une route panoramique du Nouveau-Mexique appelée Enchanted Circle. Le message est clair, cette moto est faite pour les grands espaces américains, pour les routes qui n'en finissent pas, pour les conducteurs qui mesurent leur voyage en semaines et non en heures. L'Aspencade introduit une suspension arrière à réglage électronique, un ordinateur de bord et une sono améliorée avec égaliseur intégré. C'est la première moto de série au monde à proposer un tel niveau d'équipement électronique. Les journalistes américains ne savent plus s'ils testent une moto ou une berline de luxe. Mais Honda ne s'arrête pas là. En parallèle, les ingénieurs de Hamamatsu travaillent depuis plusieurs années sur un projet qui dépasse tout ce qui a été fait jusqu'ici. L'objectif est radical, passer de 4 à 6 cylindres. Non pas pour gagner de la puissance brute, mais pour gagner en douceur, en couple et en raffinement mécanique. Un 6 cylindres à plat, parfaitement équilibré, sans vibrations parasites, capable d'emmener 2 personnes et leurs bagages sur des milliers de kilomètres sans fatigue. Sur le papier, c'est un rêve d'ingénieur. Dans la réalité, c'est un défi de taille. Loger 6 cylindres horizontaux dans un cadre moto sans transformer la machine en monstre ingérable. Quand le GL 1500 est dévoilé au Salon de Cologne en 1987, le silence qui accueille la présentation dure plusieurs secondes. Les journalistes présents comprennent immédiatement qu'ils regardent quelque chose d'historique. Le moteur fait 1520 cm3. Il développe 100 chevaux et 150 Nm de couple. La boîte est à 5 rapports avec une marche arrière électrique, une première mondiale sur une moto de série. La machine pèse 365 kg en ordre de marche. Et pourtant, sur les premières photos, elle ne semble pas plus grande que la génération précédente. Les ingénieurs ont réussi à intégrer 2 cylindres supplémentaires dans un encombrement presque identique. C'est un tour de force mécanique que même les concurrents reconnaissent en privé. BMW, qui vient de lancer la Camille avec son 4 cylindres en ligne refroidi par liquide,
se retrouve soudainement dépassée sur le segment qu'elle pensait dominer. La presse allemande minimise. Les magazines français, eux, commencent à changer de ton. Motojournal publie un essai du GL 1500 en 1988 et conclut que la Goldwing est désormais la meilleure grande routière du monde, sans exception. C'est la première fois qu'un média français mainstream accorde ce titre à une machine japonaise sur ce segment. En Allemagne, certains lecteurs de la presse spécialisée écrivent des lettres de protestation. La guerre de l'orgueil continental est déclarée. Aux États-Unis, le GL 1500 devient immédiatement un phénomène. Les rassemblements de la GWRRA atteignent des proportions jamais vues. Le Winding de 1989, organisé à Louisville dans le Kentucky, réunit plus de 20 000 participants. Des familles entières arrivent en Goldwing depuis la Californie, le Texas, la Floride. Certains ont roulé plus de 4000 km pour être là. La moto a cessé d'être un simple véhicule pour devenir le centre d'un mode de vie entier. C'est dans ces années-là qu'émergent les grandes figures du voyage en Goldwing. Ed Culberson, un Américain ancien de l'armée, réussit en 1986 ce que tout le monde considérait comme impossible. Traverser le bouchon du Darien, une jungle impénétrable entre le Panama et la Colombie, à moto. Il le fait sur une Goldwing modifiée, accompagnée d'une équipe légère, après des mois de préparation. Le voyage dure plusieurs semaines. La moto est démontée et portée à la main sur certains passages, mais elle arrive de l'autre côté. Honda n'a pas sponsorisé l'expédition. Quand les photos sont publiées, la marque n'a pas besoin de dépenser $1 en publicité supplémentaire. En Europe, un autre nom circule dans les cercles de voyageurs. Nick Sanders, un Britannique qui collectionne les traversées du monde à moto. Il utilise à plusieurs reprises des machines proches de la Goldwing pour ses expéditions, et ses récits publiés dans la presse spécialisée britannique contribuent à changer la perception de la moto lourde en Europe. Pour une génération de motards français et belges qui lisaient ces récits le soir, la Goldwing cesse d'être une curiosité américaine et devient un objet de désir sérieux. La fiabilité de la GL 1500 devient légendaire à cette époque. Des propriétaires publient régulièrement dans les newsletters de la GWRRA des relevés kilométriques ahurissants. 300 000 km sans révision majeure, 400 000 km avec un moteur d'origine. Ces chiffres circulent dans toute la communauté et renforcent une conviction qui deviendra centrale dans la culture Goldwing. Cette moto ne tombe pas en panne. Elle enterrera ses propriétaires. Honda profite de cette réputation pour pousser encore plus loin. En 1988, une version Interstate est lancée avec des sacoches encore plus volumineuses et un système audio encore plus puissant. En 1990, l'Aspencade reçoit une suspension avant à amortissement électronique adaptatif. Chaque année apporte une amélioration concrète, jamais cosmétique, toujours fonctionnelle. Honda traite la Goldwing comme un programme d'ingénierie permanent, pas comme un modèle qu'on relifte pour faire parler de soi. En 1995, une Goldwing G L1500 quitte Lisbonne avec 2 pilotes à bord. Leur objectif est de relier le Portugal au Japon par voie terrestre, en traversant l'Europe, la Russie et toute l'Asie centrale. Ils arrivent à Tokyo 82 jours plus tard, avec la moto d'origine, aucune panne mécanique majeure et un carnet de route qui sera publié en France 2 ans après. Ce voyage, peu médiatisé à l'époque, deviendra une référence discrète mais solide dans la littérature du voyage moto européen. Mais en 1997, Honda annonce que la production du GL 1500 sera arrêtée dans quelques années. Un nouveau projet est en cours. Et cette fois, les fuites qui commencent à circuler dans les milieux spécialisés parlent non pas d'une évolution, mais d'une rupture totale avec tout ce qui a existé avant. En 1998, un ingénieur Honda nommé Toshifumi Okui prend la direction du projet qui doit remplacer le GL 1500. Sa feuille de route est brutale. Tout reprendre à zéro. Le cadre, la suspension, la position de conduite, la répartition des masses. Rien de ce qui existe sur la génération précédente ne sera conservé par obligation. Chaque élément doit être justifié par la performance, pas par l'héritage. C'est une décision courageuse, presque dangereuse, pour une moto qui a une communauté de propriétaires aussi fidèle et aussi exigeante que celle de la Goldwing. Le premier choix radical concerne le cadre. Le GL 1500 repose sur un cadre acier tubulaire classique.
Le nouveau modèle recevra un cadre en aluminium moulé sous pression, une technologie jusque-là réservée aux motos sportives de compétition. Ce cadre est plus rigide, plus léger de plusieurs kilos, et surtout, il permet de repositionner le moteur plus bas et plus en avant dans la structure. Le centre de gravité de la nouvelle machine sera sensiblement plus bas que celui de son prédécesseur, malgré une cylindrée augmentée à 1800 cm3. Le deuxième choix radical concerne la suspension avant. Honda abandonne la fourche télescopique classique au profit d'un système de bras oscillant avant inspiré de la technologie télélevée de BMW, mais développé indépendamment et baptisé en interne système à double bras. Concrètement, la roue avant est guidée par un bras inférieur rigide articulé sur le cadre, tandis qu'un amortisseur central unique gère l'absorption des chocs. Le résultat est une séparation quasi totale entre le freinage et la direction. Quand on serre les freins avant, la moto ne plonge presque pas du nez. La stabilité en courbe freinée devient exceptionnelle pour une machine de ce gabarit. Quand le GL 1800 est présenté au Salon de Tokyo en 2001, la réaction de la presse mondiale est unanime, pour la première fois depuis le GL 1000 de 1974. Tout le monde s'accorde. Honda vient de construire la meilleure grande routière jamais produite. Cycle World lui décerne immédiatement le titre de moto de l'année. En France, Moto Revue consacre une couverture au GL 1800 avec le titre « La Révolution tranquille ». Les propriétaires de GL 1500, pourtant réputés pour leur attachement à leur machine, commencent à passer commande. Le moteur 6 cylindres à plat développe maintenant 117 chevaux. La boîte est à 5 rapports, mais sa précision et sa fluidité n'ont plus rien à voir avec les générations précédentes. La moto pèse 368 kg en ordre de marche, légèrement plus que son prédécesseur, mais ce poids se sent beaucoup moins à la conduite grâce à la nouvelle répartition des masses. Les premiers journalistes qui l'essaient sur route reviennent avec la même observation stupéfaite. Cette machine de près de 400 kg se comporte en virage comme une moto de taille moyenne. Elle répond au guidon avec une précision qui déstabilise tous ceux qui s'y attendaient le moins. Mais c'est en 2006 qu'Honda fait quelque chose que personne dans l'industrie n'avait osé faire avant elle. Elle équipe la Goldwing d'un airbag. Un coussin gonflable, monté à l'avant du tableau de bord, qui se déploie en cas de choc frontal violent pour protéger le pilote. La réaction de la presse est partagée entre l'admiration technique et la moquerie ouverte. Plusieurs journalistes britanniques écrivent que Honda a définitivement transformé sa moto en voiture. Des forums de discussion en ligne, encore balbutiants à cette époque, se remplissent de commentaires railleurs. Un airbag sur une moto, c'est absurde, c'est inutile, c'est du marketing. Les ingénieurs Honda ne répondent pas aux moqueries. Ils publient leurs données d'impact. Le système, développé en collaboration avec le fabricant automobile Autoliv, détecte une décélération frontale anormale en moins de 6 millièmes de seconde et déploie le coussin en moins de 70 millièmes de seconde. Des tests de choc menés en interne montrent une réduction significative des blessures à la tête et au thorax dans les accidents frontaux à vitesse modérée. 10 ans plus tard, quand les constructeurs automobiles équiperont les vêtements de moto d'airbags intégrés, personne ne se souviendra que Honda avait ouvert cette voie sur une Goldwing en 2006. La période qui suit est une longue évolution progressive. Le GL 1800 reçoit des améliorations régulières. Système de navigation intégré en 2012, nouvelles suspensions électroniques, freinage combiné amélioré. La moto reste la référence absolue du segment grande routière, mais elle commence à vieillir technologiquement face à des concurrents qui ont rattrapé une partie de leur retard. BMW lance la K1600 GT avec un 6 cylindres en ligne qui fait sensation en Europe. Yamaha et Kawasaki lorgnent sur le segment. Honda sait qu'une nouvelle rupture est nécessaire. Elle arrive en 2018. Le nouveau GL 1800 est présenté après 17 ans de règne de la plateforme précédente. Cette fois, le changement le plus spectaculaire n'est pas mécanique, c'est la transmission. Honda monte sur la Goldwing une boîte à double embrayage à 7 rapports, la technologie DCT, développée initialement sur ces modèles routiers africains. 7 rapports sur une moto de tourisme. 2 embrayages qui travaillent en alternance pour des changements de vitesse imperceptibles. La Goldwing peut désormais se conduire exactement comme une voiture à boîte automatique, sans levier d'embrayage, sans manipulation de boîte, en laissant l'électronique gérer seule les passages de rapport.
Les 4 modes de conduite, baptisés Tour, Sport, Économie et Pluie, modifient en profondeur le caractère de la machine. En mode sport, le moteur de 126 chevaux répond avec une vivacité qui surprend tous ceux qui montent dessus pour la première fois en pensant conduire une berline de roues. La transmission DCT retire les rapports, maintient les régimes et transforme une moto de 390 kg en une machine capable d'accélération franche et continue que ses dimensions ne laissent pas présager. L'écran de 7 pouces, l'Apple CarPlay, le système audio à 4 haut-parleurs de 45 watts chacun, le frein de stationnement électrique, la marche arrière motorisée, le GL1800 de 2018 est l'objet technologique le plus sophistiqué que le monde de la moto ait jamais produit. Et Honda n'a pas encore fini. En 2021, Honda sort une mise à jour du GL1800, qui, vu de l'extérieur, semble modeste. Quelques retouches esthétiques, un nouveau matériau pour la selle, une modification de l'angle du dossier passager. Mais à l'intérieur du système, le changement est fondamental. La Goldwing intègre désormais Android Auto, en plus d'Apple CarPlay, devenant ainsi la première moto de série au monde à proposer les 2 systèmes simultanément. Un propriétaire peut connecter n'importe quel smartphone, quelle que soit sa marque, et accéder à la navigation, à la musique, aux messages vocaux, sans jamais toucher son téléphone. Sur l'écran de 7 pouces, Google Maps remplace les panneaux de signalisation. La moto devient un terminal connecté qui roule à 140 km/h sur autoroute. Les feux anti-brouillard avant, désormais montés en série sur la version Tour, renforcent la présence visuelle de la machine la nuit. La gestion électronique des suspensions est affinée, avec 4 configurations prédéfinies qui tiennent compte du poids du passager et des bagages. Ces détails techniques n'impressionnent plus les journalistes comme ils le faisaient en 2001. Ils sont attendus, considérés comme normaux sur une Goldwing. Ce déplacement du regard est en lui-même une victoire pour Honda. En moins de 20 ans, la marque a imposé ses standards comme référence absolue du segment, au point que ces innovations ne font plus débat, mais sont simplement adoptées comme étalons. La présence culturelle de la Goldwing dépasse depuis longtemps le cadre strict du motocyclisme. Aux États-Unis, elle apparaît régulièrement dans les cortèges officiels. Les forces de l'ordre de nombreux États américains utilisent des versions police du GL1800 pour escorter les convois présidentiels et les cérémonies d'État. La California Highway Patrol, l'une des plus photographiées au monde, aligne des Goldwing noires et blanches lors des défilés officiels à Sacramento et à Los Angeles. Ces images, diffusées par les agences de presse internationales, font entrer la machine dans l'inconscient collectif bien au-delà du public moto. Au cinéma, la Goldwing traverse les décennies sans vieillir. Elle apparaît dans des productions américaines des années 80 comme symbole de liberté routière, puis dans des séries télévisées des années 2000 comme accessoire de personnages établis, mûrs, qui ont réussi leur vie et roulent loin le week-end. Ce glissement d'image, de la moto de tourisme incomprise des années 70 à l'objet de désir de l'homme accompli des années 2000, est l'un des repositionnements de marque les plus réussis de l'industrie automobile mondiale, et Honda ne l'a jamais vraiment planifié. C'est la machine elle-même, et ceux qui la conduisaient, qui ont construit cette image année après année. En Europe, la communauté Goldwing reste plus discrète qu'en Amérique, mais elle existe avec une intensité particulière. En France, le Club Goldwing France organise chaque année des concentrations qui réunissent plusieurs centaines de propriétaires venus de toute la francophonie, Belgique, Suisse, Luxembourg et parfois du Québec. Ces rassemblements n'ont rien des rodéos bruyants associés à d'autres cultures moto. Ce sont des événements familiaux, organisés avec une précision militaire, où l'on discute de préparation mécanique, de routes à découvrir, et où l'on compare les kilométrages avec une fierté tranquille. Certains membres affichent des compteurs dépassant 500 000 km sur un seul moteur. C'est précisément ce chiffre qui constitue peut-être la légende la plus solide autour de la Goldwing. En 2019, un propriétaire américain du Minnesota, nommé Dale Walksler, fondateur du musée Wheels Through Time dans le Tennessee, documente publiquement le kilométrage de sa GL 1200 de 1982. 640 000 km, moteur d'origine, sans reconstruction majeure du bloc. La documentation est vérifiée par plusieurs mécaniciens indépendants. Les carnets d'entretien couvrent 37 ans de route. Cette machine a parcouru l'équivalent de 16 fois le tour de la Terre sans que son moteur soit ouvert une seule fois.
Ce record officieux circule dans tous les forums Goldwing du monde et finit par atterrir dans la presse généraliste américaine. Des journaux qui ne parlent jamais de moto publient l'histoire. Honda ne communique pas officiellement sur ce cas, mais les concessionnaires américains l'utilisent systématiquement dans leurs arguments de vente pendant des années. Aucun constructeur concurrent ne tente de produire un contre-exemple. Il n'en existe tout simplement pas. Le dernier acte marquant de la Goldwing sur la scène publique survient en 2022, quand une colonne de GL 1800 escorte le cercueil de la reine Elisabeth II lors des cérémonies officielles à Londres. Des policiers britanniques en uniforme de cérémonie sur des Goldwing noirs ouvrent le cortège devant des millions de téléspectateurs dans le monde entier. Une moto née dans les laboratoires de Tokyo en 1974, pensée pour les autoroutes américaines, se retrouve au cœur du protocole royal britannique, transmis en direct sur toutes les grandes chaînes mondiales. Personne chez Honda n'avait écrit ce scénario. Personne n'aurait pu. Aujourd'hui, la Goldwing GL 1800 reste en production, inchangée dans ses grandes lignes depuis 2018, affinée chaque année sans révolution visible. Elle coûte plus de 25 000 € en Europe selon les versions et les options. Elle se vend moins que dans les années 80, dans un marché moto qui s'est fragmenté et diversifié. Mais elle reste sans concurrent direct capable de l'égaler sur tous les plans à la fois. Aucune autre moto au monde ne propose simultanément 6 cylindres à plat, transmission à double embrayage, airbag de série, navigation intégrée, Apple CarPlay et Android Auto, chauffage des sièges pour le pilote et le passager, et un demi-siècle de réputation de fiabilité absolue. La Goldwing n'a pas tué la moto classique par la force. Elle l'a tuée par l'évidence. Chaque génération a rendu l'argument contre elle un peu plus difficile à tenir, jusqu'au moment où il n'y avait plus rien à dire. Si cette histoire vous a passionné, laissez un like et abonnez-vous à Vitesse Pure pour ne manquer aucun épisode. Dites-nous en commentaire quelle est la machine dont vous voulez entendre l'histoire la prochaine fois.